d'avoir comme invité Dominique Herbouet, qui va se présenter, mais qui est attaché de presse indépendante aujourd'hui et qui a un parcours aujourd'hui purement dans la communication. L'objectif, c'est de savoir aujourd'hui comment Dominique est arrivé à faire ce métier et les tendances d'aujourd'hui, et réussir à comprendre l'intérêt aujourd'hui qu'ont les communicants à bien comprendre ce métier-là qui, directement ou indirectement, de toute façon, impacte vos futurs métiers à vous. Alors Dominique, merci. C'est moi qui vous remercie de me recevoir dans cette magnifique salle. Vous avez beaucoup de chance, hein. Vous faites patrimoine aussi parce que On devrait avoir une option. il devrait y avoir une option marketing du patrimoine. Écoutez, là, pas mal. Qui sait. Alors, ma première question va porter sur le métier. Finalement, qu'est-ce que c'est le métier aujourd'hui d'un attaché de presse? Alors déjà, voilà. Grosse question. C'est un métier qui est assez peu connu même des agences de communication. Moi, j'ai plutôt l'habitude de le décrire comme le fait d'être un ambassadeur. Un attaché de presse, c'est vraiment l'interface entre l'entreprise qui a une actualité ou une association, quelle que soit la structure. Donc une structure qui a une actualité et les journalistes auprès desquels on veut faire connaître cette actualité, cette info. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être un ambassadeur, de pouvoir convaincre que l'information est intéressante et leur donner envie de relayer cette information. Voilà, donc c'est pour ça que je m'appelle Caméléon Rouge, parce qu'il va y avoir beaucoup d'empathie dans ce métier pour l'entreprise. Et en quelque sorte, on défend ses couleurs auprès des journalistes, et ça, quel que soit le journaliste, hein, puisque évidemment, on touche à tous les médias, tous les secteurs métiers, donc tous les profils de presse possibles. Et comment vous êtes en arrivé là? Parce que vous étiez chez Lobernut Oui. au début de Ma carrière, votre j'ai carrière, on va débuté, dire, oui, il y a quelques années. Et comment on passe du coup de l'agence de com au métier d'attaché de presse? En fait, je suis assez logique dans mon parcours finalement, puisque j'ai toujours été dans la communication. Donc effectivement, j'ai fait mes armes dans une agence nantaise, donc Léo Burnett, qui dépend d'une agence à Chicago. Hein. Voilà. En tant que chef de projet. Voilà, donc, mon métier était vraiment de faire de la stratégie d'entreprise et en termes de communication globale, et donc les relations presse en faisaient partie. Vous devez, en tout cas vous allez peut-être apprendre que dans le métier de la publicité, il y a différents courants porteurs. Alors les deux plus grands connus, c'est d'un côté Séguéla avec le produit Star, et de l'autre côté Ogilvy, qui lui est plutôt porté sur la sincérité du produit. Donc on met énormément de valeur au contenu rédactionnel dans une annonce publicitaire conçue par les agences Ogilvy, et moi j'ai toujours été plutôt portée par ça. Voilà, le côté un peu paillette et pas forcément très sincère de la publicité m'a pas du tout intéressée. Et donc ça, c'était mon fil conducteur à moi. Et donc, quand j'étais en agence de com, j'étais plutôt tentée de faire ce genre de choses. Donc, apporter du contenu, apporter du fond dans les communications réalisées pour les entreprises que j'accompagnais. Donc j'ai eu un cursus agence de com classique, et puis ensuite je me suis occupée pendant 6 ans d'un groupement économique de communication au Sable d'Olonne. La particularité, c'est qu'on était centré vraiment sur 4 entreprises qui n'avaient pas les moyens d'avoir une agence de com, mais qui souhaitaient communiquer malgré tout, et donc on était un service externalisé. Et là encore, eh bien, les relations presse faisaient partie intégrante des mécaniques de communication utilisées, notamment chez relayer le premier transport du premier bateau Sodebo qui concourait pour le Vendée Globe, pour un transporteur de bateaux qui s'appelait Morino. Voilà. Et puis je suis revenue sur Nantes, j'ai continué chez Maître Mot qui n'existe plus et qui a ensuite été racheté chez Eluer, avec toujours cette appétence pour les relations presse. Et puis en 2009, quand j'ai décidé de changer d'orientation, je me suis plutôt spécialisée dans les relations presse. C'est un petit peu comme ça qu'est venu mon parcours. On parle souvent de la relation ambiguë qu'il y a entre la presse et les marques. On parle de publier reportage aujourd'hui parce que c'est une obligation de préciser quand une publicité est masquée dans un contenu. Quand on est attaché de presse indépendante, comment on fait vivre justement cette problématique en disant voilà, je suis bien indépendant, mais je travaille pour une marque et je vais voir une presse qui est spécialisée ou grand public d'ailleurs, en fonction peut-être
des problématiques, mais comment on peut justifier de rester indépendant pour une marque? Parce que la marque veut communiquer, certes, mais est-ce que c'est pas vu comme un format publicitaire aujourd'hui par le consommateur? Alors, justement, non. Tout dépend comment on fait son métier. En fait, moi, mon métier consiste à faire beaucoup de pédagogie auprès des entreprises qui viennent à ma rencontre, justement pour leur expliquer la différence entre publicité et relations presse. Quand j'interpelle les journalistes, l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir l'envie de faire un article de presse ou un reportage télé ou un reportage ou une interview radio, tout ça dans le contexte journalistique. Donc, ça veut dire que moi, l'information que je dois porter à leur connaissance doit être véritablement dans le domaine de l'information et surtout pas du domaine commercial. Si l'entreprise veut absolument relayer une promo, ce sera pas mon domaine. S'ils veulent être vraiment sur une porte ouverte, par exemple, ça n'a aucun intérêt pour le journaliste. Donc c'est là qu'on pourra dire, à ce moment-là, on peut faire, au lieu d'une bonne vieille annonce presse avec une image, une accroche et trois lignes de texte, on peut s'inscrire dans du publi-reportage qui a l'apparence effectivement d'un article de presse, mais qui n'en est pas là, qui n'en est pas un, c'est véritablement là pour le coup une insertion qu'on a payée. Moi, tout ce qui passe par mon intermédiaire est gratuit. C'est même l'intérêt de mon métier. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez gratuit? C'est-à-dire ça va, la presse ne paye pas? La presse ne paye pas. C'est vraiment le journaliste qui a rédigé son article. Quand France 3 vient, évidemment, je n'ai pas payé France 3 pour venir. Donc, si on a un 3 minutes dans le journal des Pays de la Loire, comme là ça a été le cas pour les bornes de recharge pour véhicules électriques, ils sont venus, c'est une équipe de la rédaction qui est venue, qui a fait le choix de venir et de faire ce sujet. Du coup, ça tombe bien, c'est la bonne suite de l'interview, mais quelles sont les règles d'or justement à respecter pour ne pas tomber dans ce travail qui pourrait être presque vu par du lobbying ou au contraire une pression commerciale des journalistes qu'on finit par bien connaître, je suppose? Alors, oui, effectivement, quand on travaille beaucoup sur le local, on commence à être bien connu par les rédactions et c'est aidant. Justement, moi je suis très vigilante justement sur les messages que je dois diffuser parce que je joue quelque part ma crédibilité tous les jours auprès des journalistes. Et parce que je refuse de m'inscrire justement dans tout le domaine commercial, je suis crédible vis-à-vis de la presse, donc des journalistes qui regardent mon mail, et qui du coup sont beaucoup plus vigilants quand je leur envoie une information, une suggestion de sujet. Enfin, c'est toujours une suggestion. Comme je dis souvent, je propose, les journalistes disposent. C'est encore une différence avec les insertions publicitaires. Quand on veut faire une insertion publicitaire, c'est hyper simple. On a un budget, on définit les médias cibles, la fréquence de la répétition, le format de l'annonce, le jour où on paraît, et voilà, ça roule. Moi, quand je sollicite un journaliste, je ne sais pas si je vais réussir à le convaincre que mon sujet est intéressant pour lui. C'est pas du gagné à 100%, loin de là. Donc ça veut dire que des fois, il faut revenir à la charge, il y a des relances à faire, et voire même à corriger un peu le tir dans les messages qu'on développe. Est-ce que les entreprises qui sont vos clients, est-ce qu'ils comprennent finalement qu'on ne peut pas pousser comme ça l'information commerciale? Alors moi, oui, parce que justement, j'ai cette pédagogie-là. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu le cas, ça vient souvent par le biais des agences de com d'ailleurs. Quand on me dit, j'ai tel client, il fait une soirée de vœux, une soirée de vœux, c'est important pour lui, il va inviter tous ses meilleurs clients sur les bateaux nantais et il faut que la presse vienne. Je dis, c'est super, je suis vraiment très contente pour cette entreprise, mais ça n'a aucun intérêt pour les journalistes. En revanche, il y a peut-être une information intéressante à extraire de tout ça. Pareil pour les fameux 20 ans, ça c'est la bonne histoire des 20 ans, tu comprends, c'est les 20 ans de l'entreprise ou c'est les 70 ans de l'entreprise, j'ai vendu un communiqué. Alors déjà, moi je vends pas des boîtes de petits pois, donc vendre un communiqué, déjà ça m'interpelle. Et ensuite, mais c'est quoi véritablement le sujet? Ok, elle a 20 ans cette entreprise, ok, elle a 70 ans, mais c'est quoi derrière?
Et à chaque fois, le prisme que j'utilise, c'est vraiment le prisme économique. C'est quelle est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son actualité, quel est son parcours et où est-ce qu'elle veut aller. Je vous donne un exemple qui est assez symptomatique. Donc une agence de com me dit, va voir De Sève David. Je ne sais pas si vous connaissez De Sève David. C'est un distributeur de pianos et un réparateur de pianos. C'est l'un des rares sur Nantes à le faire. Ils sont que deux sur Nantes. Et donc on me dit, bah voilà, c'est les 70 ans de De Sève David, j'ai vendu un communiqué de presse. Vas-y, j'ai pris un rendez-vous pour toi. Ok, j'y vais. Et là, la personne me raconte l'histoire de son entreprise, qui est une histoire magnifique, avec un grand-père aveugle qui a construit cette entreprise, et puis le petit-fils qui reprend le relais. Donc déjà, 70 ans, ok, mais là, j'ai de la matière. Et puis, dans le fil de la conversation, il me dit, puis, vous savez, en plus de cette David, nous sommes partenaires depuis le début des Folles Journées. Et là, l'importance, c'est de rester à l'écoute de ce qui se passe dans l'environnement, parce que moi, du coup, il me dit ça, et je me dis, mais les Folles Journées, c'est dans 2 semaines. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites dans les Folles Journées? Et là, il m'explique toute la préparation des pianos, le travail avec le facteur de piano, avec les concertistes. Et je dis, mais là, il y a un super sujet. On est à 2 semaines. C'est-à-dire que dans un temps de relations presse, il faut solliciter les journalistes. Dernier carat, 1 semaine avant l'événement. Donc ça veut dire que de toute façon, j'avais même plus le temps de faire de communiqué d'une dossier de presse. J'ai dit, mais voilà, pour moi, il y a ce que j'appelle 2 angles d'attaque. Il y a l'angle saga familiale, où on va mettre en avant effectivement le fait que vous avez une entreprise porteuse d'histoire, qui a des racines, voilà. Et puis, il y a l'angle folle journée, les coulisses des folles journées, avec la rencontre du facteur de piano, l'échange avec les concertistes. Et ça peut faire, à mon sens, de très beaux sujets. Donc, on n'a pas fait de dossier de presse, on n'a pas fait de communiqué de presse, mais l'entreprise a eu plus d'une vingtaine de retombées, dont 3 sujets France 3, ce qui est quand même assez rare. Alors, pourquoi 3 sujets France 3? Ben justement parce que moi, j'ai proposé les 2 angles d'attaque à chaque fois, et que France 3 a utilisé les 2 angles d'attaque. Finalement, par rapport au marketing d'aujourd'hui, on parle beaucoup de brand content ou de storytelling. On est complètement dans une approche qui est celle d'un attaché de presse, puisque c'est raconter aussi une histoire à travers ce qui se dit. Donc, du coup, on en revient au marketing digital, qui prend aujourd'hui une part très importante. Qu'est-ce que le digital a changé par rapport au métier de l'attaché de presse? Ça apporte de nouveaux horizons possibles de visibilité pour l'entreprise, parce que le but quand même dans tout ça, c'est apporter de la visibilité à l'entreprise, c'est nourrir sa notoriété, c'est d'informer de ce qu'elle fait, de ses savoir-faire, de ses produits. Et donc, ce sont de nouveaux vecteurs médias. Hein, donc là, on a le travail sur les réseaux sociaux et comment, en tant qu'attaché de presse, on peut travailler les réseaux sociaux. C'est le travail auprès de certains blogueurs. Et là, il faut être vigilant sur le choix des blogueurs et comment ça fonctionne tout ça. C'est également l'interaction avec tous les webzines, donc les magazines sur le web, qui ont l'intérêt d'être très réactifs par rapport à l'information qu'ils peuvent développer. Et puis, c'est de plus en plus aussi la prise en compte que des médias traditionnels, comme une radio ou une télé, disposent aujourd'hui d'outils digitaux. Donc, par exemple, je donne l'exemple Énergie, a également un Facebook. D'accord ? Donc, quand on sollicite, par exemple, ces radios-là, hein, que ce soit Énergie ou Chérie FM, l'idée, c'est de leur dire, bah voilà, j'ai ce sujet, est-ce que tu serais intéressé par tel sujet? Et d'avoir toujours à l'esprit aussi de glisser, si tu n'as pas la possibilité de passer l'info dans ton flash d'information ou à travers ta chronique, est-ce qu'éventuellement tu peux le relayer sur tes réseaux sociaux? Alors pourquoi il faut leur glisser cette idée? C'est que pour eux, c'est nouveau aussi. Et qu'ils n'ont pas encore tout à fait tous ce réflexe d'utiliser également leur réseau pour être relais d'informations qu'ils aimeraient bien relayer, mais qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont coincés également dans leur contingence de grilles, notamment au niveau des radios. C'est assez marrant parce que on a l'impression que finalement, c'est plus les nouveaux supports, les nouveaux médias sont un complément plutôt qu'un remplacement. Alors qu'on entend que le modèle économique de la presse est cuit, allez croire, et que tous
tous passé l'arme à gauche cette année. C'est complémentaire. Enfin, moi, j'ai tendance à penser que c'est complémentaire. C'est vrai que la presse écrite souffre énormément parce qu'il y a une désertion des annonceurs. Parce que quand un vecteur média nouveau apparaît, on a tendance à vouloir se l'accaparer en disant c'est hip, c'est hop, c'est chouette. Et donc, ça va au détriment de certains supports papier, même dans les plus réputés. Mais je dirais que ça oblige aussi à être créatif. Et moi, ce que je constate, parce que j'adore la presse, moi j'adore aller, alors j'y vais pas tous les 4 matins, mais j'adore aller dans un bureau de presse pour repérer les nouveaux magazines. Et je suis assez épatée de constater qu'il y a certes des titres qui disparaissent, mais aussi de nouveaux titres qui apparaissent et qui sont sur ce qu'on appelle les tendances. Et avec des magazines qui sont très créatifs dans leur présentation. Donc, par exemple, il y a Flowers qui est un magazine très épais, avec des collages, avec des cartes postales, avec des choses comme ça. Moi, je trouve ça hyper gonflé dans l'époque où on est, quand on nous dit que le papier est mort, de sortir un magazine comme ça qui est relativement coûteux. Mais il séduit. Donc, ça prouve qu'il y a encore de la place pour du papier. Et puis le digital, c'est un autre traitement de l'information. Or, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de pouvoir croiser les deux. C'est de pouvoir avoir une expression écrite, voilà, papier, et de pouvoir éventuellement avoir un complément ou des dossiers plus conséquents sur la version digitale. C'est ce qu'a fait 20 minutes. 20 minutes, ils ont été les premiers, je pense, à avoir cette intelligence de dire on a un support papier, un quotidien, qui volontairement est fait pour être lu en 20 minutes. Et puis, évidemment, on ne peut pas faire d'articles conséquents. On est sur de la news. Et puis, on lance un webzine qui va être véritablement un outil pour développer des dossiers. Et donc, ils ont eu l'intelligence de créer finalement bien des supports complémentaires l'un de l'autre qui leur a permis de renvoyer les lecteurs vers le site internet et inversement. Et c'est comme ça, je pense, que ça peut fonctionner comme ça. D'accord. On est clairement dans une ère aujourd'hui d'instantanéité. C'est pas les étudiants qui vont dire l'inverse. Aujourd'hui, ils sont hyper connectés. Ils sont nés avec un téléphone portable dans les mains. Si on a l'heure de couper le wifi ou de manquer de batterie, c'est les cris, les pleurs et bientôt peut-être du sang. Comment on gère cette problématique-là? Parce que finalement, tout le monde peut écrire. Mais est-ce qu'on écrit de la même manière? Alors, je ne pense pas que tout le monde puisse écrire. Parce que sinon, tout le monde serait écrivain et tout le monde aurait des prix Nobel de littérature. Savoir écrire, c'est quelque chose qui... Enfin, on peut apprendre comment structurer une phrase, faire dans le synthétique, voilà. Donc ça, c'est toute la partie technique de l'écriture. En revanche, être en capacité de faire passer des choses, des émotions ou interpeller le lecteur, ça c'est une autre paire de manches. Et ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas. Je vous donne un exemple. Moi, dans mon métier, je le constate. Il y a des choses qui m'épatent tous les jours. Je m'épate moi-même, des fois. Voilà. On est dans un métier, donc comme je vous disais, les journalistes reçoivent énormément de sollicitations. Pour vous donner une idée, tout transite quasiment maintenant par mail, quand même. Ils vont recevoir à peu près 200 mails par jour. Alors, comment ils font pour être plus séduits par l'information que vous leur transmettez que par une autre? Alors, c'est très simple. Premier niveau de sélection, l'objet du mail. En fonction de la manière dont vous formulez l'objet du mail, la réaction va être « Ah, ça m'intéresse, je clique pour ouvrir le mail. Oh, ça ne m'intéresse pas, je supprime. » Donc, je n'ai même pas vu l'information. Or, moi, il m'est arrivé d'envoyer des sollicitations. Je me dis, là, forcément, il y a une super actu, et puis pas de réaction, quoi. Je dis, ok, pas de souci. C'est que ma façon de formuler les choses n'était certainement pas la bonne, donc je revois ma copie. Et parce que j'ai revu ma copie, comme par hasard, il y a des retours. Donc, c'est donc premier niveau de sélection, l'objet du mail. Donc, il faut savoir écrire de manière synthétique pour interpeller le journaliste.
Deuxième niveau de sélection, youpi, l'objet l'a intéressé, il ouvre le corps de mail. Et là, pareil, il faut savoir l'interpeller, l'intéresser en 5 lignes de temps, parce qu'il n'ira pas forcément plus loin. Et là aussi, sur la manière dont vous allez formuler les choses. Donc, une fois de plus, l'écrit est hyper important. Or, ce qui est compliqué à faire comprendre ou à enseigner, c'est la capacité d'avoir à choisir des mots qui vont communiquer l'enthousiasme que vous avez pour l'entreprise ou son actualité et de pouvoir ainsi, par des mots interposés, eh bien, contaminer quelque part le journaliste et lui donner l'envie. Donc, moi, j'y arrive parce que je mets vraiment mon cœur, mes tripes. Enfin, je ne suis pas capable d'interpeller les journalistes si je ne suis pas déjà convaincue moi-même par l'information que je dois transmettre. Donc ça veut dire c'est un niveau d'implication maximum, on est à fond dedans et on communique son enthousiasme. Et parce qu'on communique son enthousiasme au moment où on écrit, la plupart du temps, on gagne la partie. Comment motiver alors aujourd'hui des étudiants en marketing et en communication justement à écrire alors que trop souvent, on entend de toute façon l'écrit est mort, on sait qu'on vend plus facilement à l'oral qu'à l'écrit, ça pas une nouveauté, mais bon, pour rencontrer les gens, point de départ, ça reste souvent de l'écrit. En tout cas, journalistiquement parlant, c'est souvent le cas. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui susciter l'envie de dire, bah voilà, je m'attelle à écrire bien, intelligemment, sans faute d'orthographe, ça va de soi. Même si aujourd'hui c'est presque impossible, j'ai envie de dire, avec certaines générations. Qu'est-ce qui fait que finalement il y a une évolution sans être une révolution, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire justement pour motiver les gens, voilà, comprendre en fait l'intérêt de l'écriture. L'écriture, c'est ce qui reste. Voilà, l'écriture, c'est ce qui reste. C'est tout bête, hein, mais si vous partez du principe que finalement il suffit de prendre son téléphone et d'appeler pour obtenir l'attention d'une personne, et ça, quel que soit l'interlocuteur, hein, c'est valable pour les relations presse comme dans tous les domaines de la vie, eh bien, vous allez constater que la personne, elle va probablement vous écouter, en tout cas vous entendre, vous écouter bon. Elle ne va pas forcément tout analyser de votre message. Et à un moment donné, de toute façon, elle va vous dire « Est-ce que tu peux m'envoyer un mail pour me résumer ce que tu viens de me dire ?» Donc on voit bien que, ok, la parole est importante, c'est même très constructif dans le tissage de liens, mais de toute façon, vous n'échapperez pas à une construction écrite du message que vous allez devoir développer. Et puis, bah oui, l'écrit reste, c'est-à-dire que de toute façon, dans la communication, il va falloir passer par la rédaction d'une stratégie de communication. Moi, je fais des stratégies de relations presse, donc ça passe par là pour expliquer comment on va aborder le problème et qui on va cibler et comment. Ça passe par l'écrit, donc vous ne pourrez pas y échapper. Et puis l'autre chose, c'est que là, pour le coup, sur le versant attaché de presse, moi, je rédige des communiqués de presse comme des articles de presse. Alors, vous allez me dire, elle est complètement tarée, elle n'est pas journaliste. Bon. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les rédactions, c'est une des problématiques aussi quand même du métier, c'est qu'il faut savoir que les rédactions se réduisent énormément en termes d'effectifs. On demande aux journalistes de toujours en faire davantage, et donc ils ont encore moins de temps pour le faire. Ce qui fait que si vous prenez la peine et le temps de passer 2 heures, 3 heures, voire peut-être davantage, à écrire un communiqué, un dossier de presse qui tienne bien la route. Moi, un communiqué de presse, c'est 3 heures de rédaction. Un dossier de presse, c'est minimum une journée. Si vous prenez la peine déjà de structurer les messages et quelque part de leur faciliter la vie en leur faisant gagner du temps, là aussi, vous allez obtenir beaucoup plus de résultats. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'on parlait du digital. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'envoyer sur certains webzines votre communiqué, et puis les personnes ne vont pas s'embêter. Hein. Ça va être un copier-coller, allons-y gaiement, et hop, c'est diffusé. Alors,
Moi, ça me va bien, parce que le communiqué, de toute façon, il a été validé au préalable par l'entreprise. Donc ça veut dire qu'au moins, on est sûr que les messages qui sont diffusés de cette manière sont les bons messages, donc on n'est pas déçu. Donc l'écrit est primordial. Je pense que l'écrit ne pourra pas mourir, ce n'est pas possible. Parce que sinon, on passe dans une culture de l'oral. Et on a vu dans les civilisations passées ce que ça donne, une culture basée uniquement sur l'oral. C'est une culture qui se perd et dont on ne sait plus rien après. On parlait en off avant de commencer l'interview, souvent de cette mort qui finalement est annoncée certes, mais que personne n'y croit, puisqu'on voit bien qu'on communique finalement de plus en plus par écrit, sous des formes différentes, ça va du texto au message aujourd'hui plus classique par mail ou par newsletter, mais comment vous voyez l'évolution dans les 5 ans ou 10 ans à venir du métier de relation presse? Alors justement, c'est ce que j'évoquais, la problématique aujourd'hui, c'est de s'adapter au fait que les rédactions sont de plus en plus petites, que les journalistes sont de moins en moins disponibles, que les formats classiques de la bonne vieille conférence, il faut les oublier, qu'on doit être toujours de plus en plus dans l'attachement à faire gagner du temps. Et puis, il faut être novateur aussi dans les mécaniques proposées. Il faut certainement aussi raisonner sur parfois, moi je suis en pleine réflexion là-dessus en fait, sur peut-être aussi se créer ses propres outils, ses propres médias pour pouvoir donner de la visibilité à certaines entreprises. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la grosse problématique, c'est de donner de la visibilité à des petites structures. Quand vous êtes Manitou, il n'y a aucun problème. Je veux dire, la presse saute sur votre actualité. Quand vous vous appelez Sodebo, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà une notoriété. Voilà. Mais quand vous vous appelez l'entreprise Dupont et que vous avez fait voilà, une innovation, là, ça devient plus difficile d'ameuter les journalistes. Il faut les convaincre. Ou quand vous êtes une entreprise avec un démarrage d'activité un peu chaotique, vous avez laissé une mauvaise image aux journalistes et que ceux-ci se conservent cette image, et qu'en plus vous êtes une petite structure, il faut ramer. Hein. Donc moi je suis en pleine réflexion en ce moment, en me disant voilà, comment est-ce que je peux donner davantage d'écho à ces entreprises, à ces PME, ces PMI, ces TPE, ces associations qui font des choses formidables et qui parfois ne parviennent pas à obtenir l'écho nécessaire auprès de la presse. Voilà, donc là je suis sur un projet là-dessus. Sachant qu'en France, 99% des entreprises sont des TPE-PME, c'est-à-dire qu'il y a de l'avenir. C'est 99% du tissu économique français, clairement. Il y a des innovations. Enfin, moi, je fais un métier quand même formidable pour ça, c'est que j'ai la chance de rencontrer des chefs d'entreprise, des parcours d'entreprise aussi, et de découvrir des métiers qui sont un peu insoupçonnés parfois. Et c'est vrai que j'enrage de me dire, mince, ils n'ont pas suffisamment de visibilité. Ils mériteraient d'être davantage mis sur le devant de la scène et avoir plus d'éclairage médiatique. Et ils n'ont pas les moyens. Et voilà, quand on a un budget à la Danone, eh bien, on peut tout à fait dégager les moyens pour. On revient au problème de l'achat d'espace. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, les relations presse sont souvent la seule possibilité, finalement, de faire parler de soi sans dégager des budgets mirobolants. Je donne un exemple. Là, en ce moment, j'accompagne une jeune restauratrice. Alors, c'est mon coup de cœur de l'année. Elle s'appelle Elisa Pichot et je vous invite, voilà, si vous avez la possibilité d'aller dans son restaurant qui s'appelle Le Dilemme, rue Jean Jaurès. Une jeune fille de 24 ans qui crée son restaurant. Donc déjà, il faut en vouloir pour créer son restaurant aussi jeune. Et elle fait une cuisine qui est vraiment formidable. Il y a très peu de restaurants qui font des relations presse, il y a très peu de restaurants qui font de toute façon aussi de l'achat d'espace. Pour autant, cette fille, elle a dans les mains de l'or et à mon sens, elle est capable certainement d'avoir une étoile au guide Michelin à court terme. Donc qu'est-ce que je fais moi en tant qu'attachée de presse? Est-ce que je lui balance mon budget d'entreprise PME, PMI bien installé
Bah non, je vais lui faire une offre, ce que j'appelle l'offre jeune pousse. Voilà. Parce que dans mon métier, on a aussi vocation à ça. Et moi, je peux m'autoriser en tant qu'indépendante à pouvoir m'autoriser ça. Et voilà. Je rencontre des gens bien, et donc du coup, je vais leur faire un accompagnement à peu de frais, et qui vraiment va participer à leur visibilité. Donc elle bénéficie d'un pack jeune pousse, ce qui lui a permis d'avoir notamment une pleine page dans Gastronomica avec double page recettes dans le magazine d'été, d'avoir un article dans Elle Pays de la Loire qui est sorti là en septembre, d'avoir une interview sur Énergie, une interview sur RTL 2, et elle va avoir, là je viens de l'apprendre là cet après-midi, un sujet probablement sur un numéro de Elle national, s'il vous plaît, puisque le magazine veut faire un portrait de 3 chefs, donc 3 femmes chefs autour d'une recette de Noël. Aujourd'hui, dans nos métiers, les futurs métiers de nos étudiants, on parle surtout du retour sur investissement. On parle de retombées, on essaie de mesurer par des études plus ou moins fiables de combien nous rapporte finalement l'investissement qu'on fait. Comment on peut mesurer aujourd'hui cette variable qui est un peu particulière quand même pour la presse, la communication presse? Alors ça, c'est légitime, hein, le retour sur investissement. Je trouve ça normal. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, je peux pas. J'ai eu j'ai le questionnement, bien évidemment. C'est voilà, on fait une opération et combien de retours prêts je peux en attendre. Moi, je peux pas promettre. Je peux estimer par rapport à la particularité de l'information à développer que c'est susceptible d'intéresser 5 journalistes, parce que de toute façon, ça ne va pas forcément non plus toucher une cible de journalistes locaux très important. Ou, par exemple, pour les bornes de recharge de voitures électriques, me dire là, potentiellement, on peut estimer quand même qu'il y a une petite dizaine de journalistes qui devraient être au taquet. Mais c'est l'expérience qui va faire qu'on va jauger. Et parfois, il n'y a pas 5 journalistes de présents, il n'y en a que 2. C'est très variable. Après, le retour sur investissement en relations presse, il est à plusieurs niveaux. Il y a le nombre de retombées presse, donc articles, reportages télé, si ça justifie, interview radio, c'est le nombre. Il y a l'importance que le journaliste a accordée au sujet. Est-ce qu'on a eu juste un quart de page ou une pleine page, donc là, comme pour les bornes Sidego, une presse océan avec une double page dossier à l'intérieur, pas tout à fait la même retombée. Et puis, si on compare avec une insertion publicitaire, parce que c'est toujours le point de référence quelque part, il faut juger de l'impact. Alors, quand on a un article ou quand on entend un reportage à la radio ou quand on voit un sujet à la télé, la plupart du temps, ça a un énorme impact visuel et au niveau de la mémorisation. Très souvent, on nous dit ah bah oui, je t'ai entendu à la radio, ou tiens, j'ai vu ton article de presse, je l'ai gardé. Très peu souvent, on dit tiens, j'ai vu ta pub. Donc moi, j'estime que l'impact, quand on a une retombée, elle est à multiplier par 2 ou par 3 par rapport à une insertion publicitaire. Donc c'est tout ça, le retour sur investissement. Puis après, il y a moi, les entreprises ne font pas toujours ce retour-là, mais certaines ont expliqué que, par exemple, parce qu'il y avait eu à un moment donné, parce que c'est toujours un instant T, une visibilité, cette visibilité leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 34%. C'est le cas, par exemple, alors pareil, vous allez me dire, mais elle est folle de faire ça, une boutique qui vend spécialisée dans les produits italiens. Au départ, le brief, waouh, à Saint-Sébastien. Ça fait 8 ans qu'elle existe, personne ne la connaît. Là, la femme du gars en question me dit, toc toc, Dominique, est-ce que tu peux m'aider, parce que là, ça s'appelle Moschetti. Je dis, bah, ok, mais boutique, hein, faire parler d'un commerçant, il faut s'accrocher 2 secondes. Hein. Journaliste et commerçant, ça ne fait pas bon ménage, parce que justement, on est sur le biais commercial. Et donc, l'idée, c'est toujours pareil,
c'est de faire raconter l'histoire de l'entreprise. Dans Moscati, qu'est-ce que vous faites? Et là, le gars m'explique qu'il va sélectionner ses produits chez les petits producteurs italiens. Qu'il ne passe pas par les groupements d'achat, qu'il refuse ça. Et on est en plein, en plus, dans la vague des problèmes alimentaires, les bolognaises qui ne sont pas faites avec du bœuf, enfin bref. Et donc là, je me dis, bah ok, on va tenter. Et là, pour le coup, je dis, je vais tenter. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais tenter. Et donc, il m'explique, bah oui, tu comprends, ça fait 8 ans que je suis là et je n'arrive toujours pas à me payer. Ok. Donc, on va dire que c'est une boutique qui fonctionne, mais qui n'est pas rentable. Écoute, on va tenter. Hein. Moyennant quoi, il a eu un article dans la revue de Saint-Sébastien-sur-Loire qui ne s'était jamais préoccupé de lui en 8 ans, ça c'est le magazine. Il a eu un article dans Ouest France, dans Presse Océan, une interview sur RTL2, uniquement parce que j'ai utilisé un appui qui est un appui en ce que j'appelle moi des sujets en prise de hauteur. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de l'entreprise, je vais parler de sa démarche et comment elle est en résonance avec un élément d'actualité, une préoccupation actuelle. Là, en l'occurrence, les problématiques de produits sincères et de traçabilité des produits, etc. Et donc, suite à ça, il a eu 37% de chiffre d'affaires en plus. Donc après, il m'a ressollicité l'année suivante pour relayer une autre action qu'il a fait. Il a eu d'autres retombées et en fait, là pour le coup, ça s'est traduit comment? Tout simplement, je lui avais préconisé, je dis bah ok, tu vas à la rencontre des petits producteurs, c'est super. Dedans, il y a notamment un fabricant de panettone, l'un des meilleurs au monde. Je dis ce serait chouette de pouvoir faire quelque chose peut-être avec ce producteur-là ou avec un des petits producteurs dedans. Donc il m'a écouté, donc du coup il a demandé au producteur en question de venir faire des dégustations de panettone sur la saison des panettones qui sont juste avant Noël, parce que ce sont des gâteaux de Noël en fait en Italie. Donc il a fait ça et moi j'ai relayé comme un événement, parce que c'était une rencontre avec dégustation. Voilà, j'ai fait ma petite sauce en termes de présentation. Donc l'idée c'était quoi? Là on revient sur le ressort commercial, c'était générer du trafic vers la boutique pour qu'ils puissent avoir effectivement des gens qui partent à la rencontre de ce producteur. C'était de l'autre côté remettre un coup d'accent sur l'action de ce commerçant d'une façon très spécifique. Et là, mon point d'appui, une fois de plus, c'était pas son travail de commerçant, mais le fait qu'il avait fait des recettes originales de panettone sucré et salé avec un traiteur du coin. Donc, je l'échappe au côté commercial. Voilà. Donc, à nouveau, retombée presse. Et du coup, alors que les années précédentes, il passe une commande de panettone, en gros, en octobre, et puis il lui reste du stock très largement à Pâques, là, il a été obligé de faire 3 commandes. Donc, il y a un vrai retour sur investissement, voilà, pour le coup, là, sans ambiguïté. Mais je n'ai pas forcément à chaque fois ce retour-là de la part des entreprises. Ça veut dire que finalement, un attaché de presse peut être aussi force de proposition par rapport à... Alors moi, je suis force de proposition parce que mon parcours professionnel fait que je raisonne toujours en termes de stratégie de communication. Je me projette toujours à 360 degrés sur l'entreprise en ayant une bonne connaissance de sa problématique, de son métier, de ses savoir-faire. Et donc, du coup, mon approche, elle n'est pas uniquement sur la focale relation presse. Elle prend tout en compte. Ce qui fait que quand je fais ma stratégie de relation presse, elle est faite, elle est bâtie, construite comme une reco qu'on peut faire en stratégie de communication globale, hein, avec le contexte, la problématique, les objectifs, les cibles, hein, puis les moyens d'action, tout bête. Et donc, du coup, j'apporte aussi à l'entreprise mon regard extérieur et je lui suggère des solutions, des stratégies pour pouvoir se mettre en avant en dehors de ce que moi je peux faire auprès de la presse. Et pour certaines entreprises, je les relaye même au-delà des attachés de presse, comme par exemple pour Cafetia, où là on est sur de la e-réputation, puis on parlait aussi des nouveaux médias et des nouveaux outils.
Vous connaissez certainement tous TripAdvisor, qui est le numéro 1 des sites influenceurs, en bien ou en mal, pour les restaurateurs et les hôteliers. Donc moi, il se trouve que j'accompagne le Quintessia, qui est un hôtel 4 étoiles, restaurant spa sur Orvaux, qui s'appelait avant le domaine d'Orvaux. La problématique d'un établissement comme celui-là, c'est que il y a 2 ans, c'est le chef d'entreprise qui répondait aux avis TripAdvisor. Je vous laisse imaginer. Il y a des commentaires qui sont quand même assez corsés. Et donc, il m'a dit, écoute, j'y vais pas par le dos de la cuillère, je pense que c'est pas forcément très bon, est-ce que tu peux t'en occuper? Donc là encore, intérêt de savoir rédiger, c'est qu'à un moment donné, il faut relever les avis et être capable d'apporter des réponses construites à des gens, sans les insulter, bien sûr. C'est mieux. Et puis, d'être dans une logique de pédagogie. Donc, c'est tout mon travail avec le Quintessia, c'est de faire la pédagogie aux internautes que la liberté de donner un avis est une liberté qui a des conséquences. Qu'ils sont responsables des conséquences, hein, du coup, que derrière, il y a des équipes qui travaillent, et que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas de dire « moi, j'aime pas » ou « ça, c'était nul », parce que ça, à mon avis, c'est des avis qui sont pas du tout très construits. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en évidence les points de progrès et de pouvoir, nous-mêmes, après, en tant qu'entreprise, en prendre compte. Donc, en faisant ça, en fait, au départ, ils avaient 80% d'avis négatifs et 20% d'avis positifs, puisque vous savez très bien que, en général, ce sont toujours les râleurs qui écrivent. En faisant cette pédagogie, on a inversé complètement la tendance. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à du 80% positif, voire même 90%, et 20 ou 10% en fonction des moments de négatifs. Et dans les négatifs, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on n'a plus, ou quasiment plus, on va dire que c'est 1% de personnes qui écrivent en disant c'était nul, sans s'expliquer, sans rien. Et le reste, ce sont des avis construits, où là, effectivement, on estime que c'est intéressant, parce que c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc voilà, ça fait partie finalement aussi de mon boulot. Et attaché de presse, c'est quelque part aussi défendre l'image d'une entreprise. Donc, quand on est dans une stratégie globale, on est là pour promouvoir une entreprise, ses produits, on est sur du commercial. Quand on est attaché de presse, on est là pour défendre les couleurs de l'entreprise et son image. Donc moi, je suis très à fond là-dedans. Donc c'est presque aussi un rôle de community manager. Oui, tout à fait. Alors, le community management, c'est quelque chose qui, évidemment, par l'essor du monde digital, devient de plus en plus important. Et ça devient une extension logique du métier d'attaché de presse. Alors, community management, ça prend du temps. C'est encore plus chronophage qu'attaché de presse. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gens maintenant qui sont vraiment formés spécifiquement au community management. Mais c'est très très important de pouvoir maîtriser le sujet et de pouvoir de savoir comment utiliser les réseaux et comment y intervenir. Comme je ne suis pas spécialisée dans un domaine, vous l'avez peut-être compris, j'accompagne aussi des structures dans le domaine culturel. Donc là, forcément, mon travail, c'est de relayer les événements culturels et donc de publier aussi dans les agendas culturels. Donc on informe de tel concert, de tel théâtre. Et donc, on travaille aussi cette part de community management d'emblée. Ici, je pense qu'on a une part aussi des étudiants qui sont dans cette salle, qui sont de toute façon dans le métier digital, par obligation, parce qu'aujourd'hui, le digital pèse un tel poids dans la communication, marketing, ça se fait naturellement. C'est un poids qui est en train d'exploser, puisqu'on gagne presque 10 points par an aujourd'hui dans cette typologie de presse et de communication. Et s'il y avait une chose à retenir, on en tient par rapport au métier d'attaché de presse, comme il a toujours existé, qui peut être transvasé, digital, n'oubliez pas, ça c'est un fondamental. Il faut absolument le maîtriser avant de se lancer finalement sur un support qui est différent, certes, mais avec la même chose. De toute façon,
je pense que la règle d'or, c'est de parfaitement connaître le support auquel vous vous adressez. Voilà, c'est tout simple. C'est valable pour le digital. Ça veut dire qu'il faut aller sur les sites internet que vous voulez solliciter, interpeller. Il faut aller sur les blogs que vous voulez interpeller pour savoir si effectivement l'information que vous allez leur transmettre correspond bien à leur ligne éditoriale. Parce que sinon, vous êtes pris pour un charlot. Et puis vous faites l'erreur une fois, deux fois, puis trois fois. À la troisième fois, de toute façon, ils n'ouvrent même plus l'envoi de mail ou la sollicitation que vous leur adressez. Il faut très bien connaître le support. Et là encore, être vigilant. Je vous donne un exemple. J'avais accompagné une jeune start-up qui avait créé un instrument de musique un peu spécial qui s'appelle la Crystal Ball, donc plutôt dédié aux DJ. Donc cible assez réduite, parce que même si c'est des DJ amateurs et professionnels, on est quand même sur une cible restreinte dans le monde culturel. Si je n'étais pas vigilante sur le fait de savoir à qui je m'adresse, j'aurais pu envoyer la proposition de sujet sur ce nouvel instrument de musique à tous les webzines, blogs et magazines traitant des sujets sur la musique. Et là, je me serais royalement plantée. Donc en allant, c'est important, en allant explorer dans les lieux de presse et sur Internet, etc., et en m'ayant assuré du contenu de ces supports, j'ai pu constater que finalement, j'étais un peu coincée dans beaucoup de cas. Parce que, ok, il y avait un leader incontournable, sauf que le leader incontournable, lui, il ne traitait d'informations que de l'actualité des groupes. Il n'y avait rien, pas une seule rubrique sur le matériel pour les DJ. Et ben moi, je rentrais dans la catégorie matériel. Donc, je ne pouvais pas lui envoyer l'information. Donc, voilà, c'est la règle d'or. Pour clôturer cet échange, je voudrais vous poser une question complémentaire. Vous voulez appuyer sur un point, des choses qui n'ont pas été traitées par Dominique aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du métier de blogueur professionnel? Est-ce que vous pensez que c'est un métier à explorer de plus en plus, ou est-ce que c'est un métier assez saturé pour nécessiter Alors moi j'ai beaucoup de mal avec la notion de blogueur professionnel. Parce que le problème, c'est que les blogueurs sont censés être objectifs dans l'information qu'ils diffusent. Or, quand on passe sur le versant professionnel, malheureusement, on est soumis à des contingences économiques. Ça veut dire qu'on va se faire payer par les marques. Donc, on n'est plus dans une personne passionnée d'un sujet qui va aller y passer du temps et communiquer sa passion et faire des articles en toute objectivité. On n'est plus là-dessus. On est du coup sur des gens qui sont payés pour faire des sujets, des papiers. Voilà. Donc ça devient finalement de la pub. Et je trouve de la pub même dans le pire des sens, quoi. Parce qu'on nous fait en plus on nous fait croire en plus que c'est des choses objectives. Hein. Ça n'est pas du tout. Moi, ça me pose problème. Voilà. Après, l'autre chose, c'est que il y a pléthore de blogueurs dans des domaines très spécifiques comme la mode. Alors, voilà. Donc, tout ce qui est tendance et mode, je pense que là, on est sur de la saturation. Et que ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui ont su travailler aussi en termes de multimédia et sur leur propre blog et sur leur visibilité sur YouTube, par exemple. Voilà. Et qu'à mon avis, à un moment donné, on va arriver à la limite de l'exercice. Faire un blog, c'est intéressant, mais je pense qu'il faut rester plutôt concentré sur la modalité journalistique plutôt que sur la modalité commerciale, si on veut durer. Et après, se dire, ok, je ne me vends pas, entre guillemets, aux marques, mais parce que mon contenu est intelligent,
parce que je suis créatif, novateur dans ma façon d'aborder les choses, parce que j'intègre du multimédia, parce que moi je crois beaucoup à ça, la transversalité des médias. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement que sur du papier, mais le papier renvoie aussi à un QR code qui va renvoyer à un audio ou à un film. Voilà, parce qu'on est créatif, on va devenir un support, un blog de référence. Et donc là, à partir de ce moment-là, on pourra véritablement vendre, oui, de l'achat d'espace, mais vendu en tant que tel, ou du public reportage, c'est pas grave, c'est identifié. Mais on reste soi-même. La loi change à ce propos, parce que le 1er janvier 2017, le comité d'éthique de la presse avait décrété que les blogueurs devront marquer en fait, sur leur vidéo, sur leur qu'ils ont été payés par l'entreprise pour parler. Ce pourquoi Cyprien et André Philippe ont vendu leur entreprise de 20 millions d'euros cette année pour s'en débarrasser avant qu'ils gagnent un copec avec. André Philippe, ça se peut être pas grave, mais finalement, Ouais, mais bon, alors c'est vrai que, par exemple, moi je n'invite jamais blogueurs et journalistes en même temps. Hein. Oula, attention. Hein. Faut vraiment être vigilant là-dessus quand même. Une autre question? Oui. Alors moi je prospecte pas parce que j'ai pas le temps. Donc effectivement c'est beaucoup le bouche à oreille. Il y a des journalistes qui me recommandent. Il y a des supports aussi, des régies publicitaires qui voilà, me connaissent et du coup me recommandent. Puis bon, quand je dis que je prospecte pas, c'est pas tout à fait juste. C'est surtout que moi j'ai pris le parti d'appartenir à des réseaux d'entreprises. Donc, moi j'ai commencé par un réseau que vous allez peut-être connaître qui s'appelle le BNI. Voilà. Il vaut ce qu'il vaut, mais l'intérêt c'est en plus quand on est indépendant, on est dans l'isolement quand même. Hein. L'idée, c'est de sortir de son isolement et de côtoyer d'autres chefs d'entreprise, d'autres professionnels, et de pouvoir ainsi présenter. Et ça crée des interactions qui peuvent être intéressantes. Après, je ne vous cache pas, il y a des fois où je ne sais pas d'où vient le contact, je suis toujours assez étonnée. Je travaille énormément mes réseaux sociaux, qui contribuent aussi à ma visibilité. C'est aussi une façon de montrer comment je procède. Moi, j'utilise mon Facebook, mon LinkedIn, mon Twitter uniquement pour relayer l'actualité des entreprises que j'accompagne. C'est pour moi une astuce, entre guillemets, de leur donner de la visibilité. Voilà. Et en même temps, ça participe à la mienne également, parce que sur LinkedIn, par exemple, quand je dépose un article, c'est le communiqué de presse. J'attends que les journalistes utilisent ce que je leur ai envoyé et puis ensuite je publie le communiqué de presse sur LinkedIn. Donc voilà, ça contribue à ma visibilité et du coup par ricochet, je pense que ça peut apporter aussi des contacts. En tout cas, ça me fait monter mon référencement de site internet. C'est important. Merci Dominique. C'est avec plaisir. Vendredi bien plus note, ont la même capacité d'écriture que Dominique. Est-ce que certains aimeraient être à la place la semaine prochaine? Si ce n'est pas le cas, on tirera au sort. Enfin, Dominique tirera au sort d'ailleurs. Il m'a une temps. Personne? C'est trop tôt? Eh non, c'est pas trop tôt. C'est pas comme si tu venais d'arriver seul.